7h14, les experts d'Europe 1, Thomas Soto. Les experts d'Europe 1 avec, comme chaque matin, avec vous autour de la table, Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning, Alex. Dzień dobry, mon cher Thomas. C'est bonjour en polonais. Pas facile le polonais. Axel de Tarlet qui zoome sur l'écho et qui va nous parler de Tintin. Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin une info politique inédite. Et Anne Le Gall qui innove. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Dzień dobry. Axel de Tarlet, Tintin s'envole lors d'une vente aux enchères à une planche du spectre d'Autocar. C'est vendu 1 600 000 € ce week-end à Paris. Et vous nous dites que ce serait là une des conséquences de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Ça mérite quelques explications. Alors effectivement, je reconnais qu'on ne voit pas a priori le rapport entre Tintin et la Banque Centrale Européenne. Donc oui, il faut le souligner, cette planche de Tintin a été vendue 1 600 000 €. C'est un prix 2 fois supérieur à l'estimation la plus haute. Et toute cette folie financière, on la retrouve dans tout le marché de l'art en général, qui a grimpé en 10 ans de 71%. Mais que vient faire la Banque Centrale Européenne dans l'histoire ? Alors voilà, la Banque Centrale Européenne, comme vous le savez, a mis en place une politique très expansionniste. Tous les mois, elle distribue 60 milliards d'euros qui est disponible, que tout le monde peut emprunter. Sauf que qui emprunte ? On s'aperçoit que cet argent ne va pas dans les entreprises, ne va pas dans l'économie réelle, elle va sur les marchés. Alors tout type de marché. Donc ça sert à spéculer en fait. Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire à la fin, mais vous arrivez à la conclusion. Effectivement, cet argent, on le retrouve sur les marchés boursiers, sur les marchés immobiliers, sur les marchés de l'art, et c'est malheureux à dire, mais les gérants de patrimoine parlent d'art comme d'une classe d'actifs. Ils vous disent, au-delà d'un certain patrimoine, c'est bien d'avoir 5 à 10% de son argent placé en œuvres d'art. Et si vous demandez aux gens pourquoi est-ce qu'ils investissent dans des œuvres d'art, 75% vous répondent parce que c'est un placement en plus avantageux, parce qu'en France, qui n'est pas soumis à l'ISF. Donc, quel est le danger de tout ça ? Eh bien, vous l'avez dit au début, c'est qu'on crée des bulles. De même qu'il y a une bulle boursière, il y a une bulle immobilière, et il y a aujourd'hui une bulle de l'art. Parce que RG était doué, mais 1,6 million pour une planche, voilà, quand même, ça peut s'écrouler. Et c'est pour ça que les Allemands, je termine là-dessus, sont vent debout contre cette politique expansionniste de la Banque Centrale Européenne. Ils disent, ça dope les marchés financiers, ça ne dope pas l'économie réelle, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on appelle ça de la spéculation. D'ailleurs, il y a de plus en plus de critiques parmi les politiques françaises aussi sur cette politique de la Banque Centrale Européenne, justement parce que ça n'alimente pas l'économie réelle et donc évidemment la croissance dont tout le monde rêve aujourd'hui en France. Il y a Raphaël Antoven qui me tape sur l'épaule, là, qui me dit, tu as dit le spectre d'Autocar. C'est le sceptre, évidemment, et il dit c'est toute la différence entre Tintin et James Bond. Il est fort ce Raphaël qu'on retrouve dans un instant. Alex Taylor, moi j'ai appris le français grâce à Tintin. Hein, c'est vrai ? Je tiens à le dire, oui, donc je vais investir peut-être dans des petits albums. L'île Noire qui se passe en Écosse, peut-être ? C'était le truc avec la fusée. Et puis on a un tweet marrant de G. Fichot. Moi, j'ai réussi à avoir l'album complet pour 9 francs, c'était il y a 30 ans. Alex Taylor, on va donc en Pologne avec vous. Un pas décisif à droite à l'issue des élections polonaises d'hier. Oui, à droite toute. Alors, plateforme civique, le centre droit au pouvoir depuis 8 ans, a été battu à plate couture par la droite radicale, droit et justice. 38% contre 23%. Ils ont la majorité absolue. Quant à la gauche, c'est décimé. De toute façon, il n'y a pas vraiment de gauche en Pologne. Cookies, parti d'un ancien rocker punk, a obtenu 9%, il devient le 3e parti du pays. C'est surtout, à mon avis, le démonté de la devise fameuse de Clinton, vous connaissez, It's the economy, stupid, c'est l'économie qui emporte tout. Pas du tout le cas en Pologne. Ils ont évité la récession. Ils ont une croissance de 3,5%, c'est quand même inouï, et une baisse du chômage de 10% depuis 8 ans. Et malgré ça, la majorité sortante a pris une raclée. Donc, ça veut dire quoi ? Que c'est la droite pure et dure désormais qui va être au pouvoir ? Oui et non. Sur l'économie, non, pas tellement, parce que Droit et Justice a promis d'aider ce qu'ils appellent la Pologne B, avec un programme social de 14 milliards, baisse de l'âge de la retraite, par exemple, et surtout repolonisation de l'économie avec une taxe sur les supermarchés étrangers. Mais sur les questions sociétales, si. Ils sont pour la religion au bac, ils sont contre les valeurs non catholiques de Bruxelles. Ils disent contre les migrants. Le président du parti avait parlé de choléra récemment, j'en ai parlé il y a 2 semaines. Et droit et justice, ce qui est intéressant, puiser jusque-là dans les forces du catholicisme rural. Et les sondages montrent que pour la première fois, les jeunes urbains croient à ce parti. Ça, oui. Et Alex, ça veut dire quoi pour l'Europe ? Que la Pologne va s'écarter de l'Europe ? Pas du tout, qu'il va y avoir désormais un grand bloc en Europe centrale, parce qu'ils sont beaucoup plus proches de la Hongrie sur les questions de la migration, etc. Surtout contre la puissance allemande, ces 2 pays. Et puis, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il y a une nouvelle axe aussi Londres-Varsovie, parce que David Cameron a trouvé une nouvelle alliée eurosceptique dans la personne de Beata Szydło, qui devient la nouvelle première ministre de la Pologne. C'est la veuve de l'ancien président Kaczynski ou pas du tout ? Non. Lui, c'est le président du parti, mais il n'est pas très aimé dans les sondages. Donc, il a proposé
proposé une députée qui n'était pas très connue, cette Beate qui est son frère, mais le ethnographe. jumeau était mort dans un accident d'avion en 2010. Non, c'est une personne qui n'était pas très connue. Et ce qui était intéressant quand même dans ces élections, c'est inouï en Europe, c'était deux femmes qui étaient à la tête. Donc le centre droit et la droite radicale avaient deux femmes. Donc c'est Beate Szydło. On va beaucoup entendre parler d'elle. Première ministre en Pologne. Alexandre Cara, de la politique chez nous. Ces dernières semaines, on n'a pas beaucoup entendu Bruno Le Maire, qui est pourtant candidat quasiment déclaré à la primaire de 2017. Et ce que vous nous révélez ce matin, c'est qu'en fait, il va changer son calendrier. Il va bousculer un peu les choses. Il va passer à l'offensive plutôt que prévu, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il va passer en 4e ou en 5e, appelez ça comme vous voulez, dès le soir du 13 décembre prochain, c'est-à-dire le soir du 2e tour des régionales. Bruno Le Maire va entrer dans la primaire des Républicains. Qui va le dire officiellement. Exactement, avec 2 ou 3 mois d'avance sur le calendrier officiellement prévu, parce que ça devait être en février ou en mars 2016. Mais pourquoi il accélère son entrée en campagne ? Tout le monde sait que cette campagne, elle va être très très longue, presque 1 an. Oui, c'est vrai, mais tout simplement parce qu'il considère que c'est une occasion stratégique en or, que le contexte politique sera bouleversé au soir des régionales. Il anticipe la victoire du FN dans 1 ou 2 régions, et donc il attaquera sur le thème de l'échec de toute une génération politique, droite-gauche confondue, qui n'aura pas su empêcher l'arrivée du FN au pouvoir. Donc il renverra dos à dos François Hollande et Nicolas Sarkozy, et il plaidera bien sûr pour sa chapelle, pour le renouveau. Il va vouloir ramasser la mise, comme on dit, on comprend bien sa stratégie, mais Bruno Le Maire va devoir en faire plus pour imprimer dans la campagne. Oui, et c'est déjà prévu, Thomas. Le plan média est prévu, il y aura une grande émission politique en janvier, style des paroles et des actes. D'ailleurs, je peux vous le dire, Bruno Le Maire avait été invité normalement en novembre. Il a refusé cette invitation parce que c'était trop tôt dans son tempo. Et puis, il va aussi publier un livre. Ça devrait être en février ou en mars, non pas un livre programmatique, mais une sorte de déclaration d'amour à la France et aux Français. Là, on verra si ça imprime ou si ça imprime pas. Je connais très bien la musique classique. Moi, j'ai interviewé pendant 1 heure là-dessus. Il est incollable. Est-ce qu'elle a le charisme nécessaire pour... C'est un bon écrivain, mais c'est moins un bon orateur. On dit souvent que c'est le problème principal de Bruno Le Maire. Néanmoins, maintenant, il sillonne la France depuis 2 ans et c'est vrai qu'il a fait beaucoup de progrès en meeting. Alors, on verra le résultat dans quelques mois. En tout cas, c'est un bon imitateur. Il était venu un matin ici, il avait imité Jacques Chirac. Je m'en souviens très très bien, Bruno Le Maire. Notez qu'à propos de politique, c'est demain qu'aura lieu le 2e grand débat sur les régionales, demain sur Europe 1, avec iTélé et La Voix du Nord, en direct de Lille, de 18h30 à 20h, avec les principaux candidats, dont Marine Le Pen, Xavier Bertrand et Pierre de Saint-Ignon, le candidat socialiste. Voilà donc pour le programme politique. On innove et on plonge. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Anne Le Gall, ne me regardez pas comme ça, je sais que je ne fais pas très bien le bruit de la plongée, mais malgré tout, vous nous parlez d'un nouvel objet imprimé en 3D qui va servir à sauver des poissons, d'où mon blablabla. Voilà, alors cet objet, le voici. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Sur Europe1.fr. Ça vous rappelle ? La maison des Barbapapa. Ah oui, on est d'accord. On est d'accord. C'est une sorte de sculpture arrondie avec des trous et des cheminées. Alors c'est un objet imposant, 2,5 tonnes, 1,50 m de large, 2 mètres de haut. Alors ça sert à quoi ? Eh bien c'est un palace à poissons puisque c'est une nouvelle génération de récifs artificiels. Cette sculpture a été imprimée avec du sable et de l'oxyde de manganèse. C'est une initiative de la Fondation Prince Albert II. Ce récif imprimé en 3D sera immergé au large de Monaco dans la réserve du Larvoto au printemps prochain avec 5 autres structures du même genre et ça va donc servir de nouvel habitat pour les poissons pour qu'ils puissent se reproduire et se protéger des prédateurs. C'est la nouvelle maison des poissons, mais qu'est-ce que ça apporte de plus, Anne, par rapport au récif artificiel en béton qu'on connaît déjà ? Eh bien, c'est un palace sur mesure. Les scientifiques ont identifié les espèces à protéger, donc mérous, murènes, langoustes, et ils ont reproduit en 3D la forme exacte de leur habitat naturel. Chacun sa pièce. Voilà, ça permet une colonisation beaucoup plus rapide qu'avec des récifs en béton. Et puis, en plus, ce récif a un pH identique à celui de l'eau de mer, puisqu'il s'agit de sable. Alors évidemment, c'est beaucoup mieux que tous les poteaux électriques en béton ou les vieux pneus qu'on a immergés à partir des années 60. Et qu'on est en train de repêcher maintenant d'ailleurs. Absolument, il y a eu une opération au large d'Antibes en mai dernier. On a repêché comme ça 2500 pneus qui avaient été immergés. Et voilà les amis, une petite question. Ah non, tout va bien. Vous êtes non, mais c'est le retour des Barbapapa. Il faut au large de Monaco. Il y a un petit côté HLM pour poissons aussi, c'est sympa. Ah, le logement social pour poissons au large de Monaco, ça serait bien la première fois qu'on verrait des logements sociaux à Monaco. C'est sur ce mot-là que nous allons refermer ce kiosque. On se retrouve demain matin à 7h15 avec vous les experts. À demain. À demain.